l'attendait depuis longtemps, cette magnifique princesse qu'on appelle l'intelligence artificielle. Elle s'est même fait attendre. C'est vrai qu'on en parle depuis des années. On en est arrivé, on l'a dessiné, on l'a imaginé, on a écrit des livres, on a fait des films, on a même fantasmé. Aujourd'hui, elle arrive. Et elle en est déjà à son 3e stade. Jusqu'alors, elle a démarré par nous aider à comprendre pourquoi les clients souhaitaient nous solliciter. Elle était là pour les guider dans le cheminement du routage. Et puis après, elle s'est dit, mais pourquoi pas les aider et faire des synthèses de données pour que les comptes rendus soient déjà tout faits. Ça, c'est chouette. Et maintenant, on est au 3e stade. Elle est générative. Elle va elle-même vous produire ce que vous allez pouvoir dire. Et comme on le disait tout à l'heure, pas dans 10 jours, parce que là, le deal sera terminé. Tout de suite, au moment où le téléconseiller sera en lien avec son client. C'est pas magnifique, ça? Alors, nous allons tenter de vous démontrer que l'IA est devenue incontournable. Et si ce n'est en vous en apportant la preuve, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette belle table ronde, pour qu'ils puissent nous donner tous et toutes de fiables arguments là-dessus, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Namias. Bonsoir Nathalie. Allez un peu... La montre vient de biper, c'est pas soir, c'est après-midi. Tiens, tu peux t'asseoir là. Merci beaucoup. Merci là, tu vois. parce que voilà. Ah mais c'est grâce à toi, on va avoir du confort pendant la table ronde. Merci beaucoup. On accueille Hervé de Dreuil. On accueille Cyril Bernard. Non, parce que je suis désolé. Là et là, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Et puis, je réagis juste à une chose. Il n'y avait pas une bouteille d'eau? Ok, très bien, parfait. On avait préparé notre coup. Et nous accueillons Patrice Maté. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, on entame cette table ronde par une présentation. Nathalie, dites-nous tout sur votre fonction, et puis vous allez nous parler un petit peu de votre entreprise. Ah bah c'est écrit là. Ouais. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est que vous êtes directement placé sous vos avatars. C'est bien, hein? C'est sympa. Ah, pardon. Je vais vous donner les petits micros. Voilà. Pardon, Nathalie. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis directrice de la relation client chez DPD France, qui fait effectivement partie du groupe Géopost et donc du groupe La Poste. Et donc chez DPD France, il y a une relation client qui est bicéphale. On va faire un petit test. Qui a été livré par DPD France récemment? Ok. Ah, quand même. Super. Comment ça s'est... Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est cool. Bon, bah super. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine. C'est des gens qui, tous les matins, vont chercher des colis chez nos expéditeurs, donc nos clients expéditeurs, et qui vous les livrent tous les jours. Il y a à peu près 500 000 colis par jour qui transitent chez DPD France. Et voilà, donc tant mieux si ça s'est très bien passé. Juste un petit rappel sur le positionnement de DPD, une intervention France internationale. Oui, alors DPD, donc DPD France est un acteur donc, en France qui, son cousin germain, c'est Colissimo, orange. On a un autre cousin germain qui est Chronopost, le bleu. On en a un autre qui est devenu orange il n'y a pas très longtemps, c'est Pick-up Service, les relais. Et effectivement, on est présent assez largement en Europe. On est, je crois, premier ou deuxième acteur européen de colis. Très bien, et intégré au groupe La Poste, voilà, qu'on connaît tous. Merci Nathalie. Hervé, quelle est votre fonction et parlez-nous un petit peu d'Effici CRM. Bonjour. Donc, Effici, depuis 2005, on est éditeur européen
dans le domaine du CRM et du marketing automation. On équipe environ 13 500 entreprises en Europe à travers des bureaux dans 15 pays et nos clients utilisent nos logiciels dans 60 pays. Donc 13 500 entreprises clientes. En France, on en a à peu près 1300. Voilà, dans les grandes lignes. On est très content en ce mois de juillet, à côté de Destiny, de supporter une équipe de vélo qui fait le Tour de France, qui s'appelle Lotto. Vous verrez les maillots rouges tout au long du mois de juillet. Voilà. Bon. Et plus concrètement, depuis 2 mois, FICI m'a confié la collaboration avec les partenaires. Donc c'est les partenaires intégrateurs, revendeurs. On a aussi des partenaires qui utilisent nos technologies en marque blanche, en OEM. Et puis beaucoup de partenaires technologiques, dont certains sont dans la salle. Et on en parlera durant cette table ronde, parce que c'est avec eux que nous servons nos clients et que nos clients gèrent leurs relations clients. D'accord. FICI a énormément grandi ces dernières années. Il y a un effort clairement annoncé par votre management. Vous nous en parlerez tout à l'heure, en fonction des questions, parce que je pense que vous en avez ressorti énormément de richesses. Exactement. Bon. Cyril, merci d'être parmi nous. Quelle est votre fonction et parlez-nous un petit peu de Chiamo. Donc Cyril Bernard, société Chiamo, je suis responsable du business développement. Donc Chiamo est un éditeur de logiciels français basé sur une solution d'omnicanalité pour les centres de contact ou pour la relation client. On a une empreinte assez forte en France, en Europe également, moindre, mais qui est quand même présente. On compte à peu près 400 clients, allant de jusqu'à 2500, 3000 agents connectés simultanément. On travaille avec des intégrateurs partenaires qui supportent et qui installent la solution, et on garde quand même un lien privilégié avec l'ensemble de nos clients à travers différentes plateformes, différents outils, des bases de connaissances pour pouvoir les animer et garder ce lien. Voilà. Donc on a aussi une solution techniquement qui peut être installée en on-premise ou qui peut être installée dans le cloud en fonction des choix du client ou en hybride, ce qui va permettre notamment sur tout ce qui est souveraineté des données ou de sécurité de pouvoir s'adapter aux besoins, aux différents besoins du client. Merci. Patrice, quelles sont vos fonctions et parlez-nous d'AudioCode. Alors bonjour, Patrice Mathès, donc moi je suis Business Development Manager Europe chez AudioCode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas AudioCode, AudioCode est une société israélienne qui existe depuis maintenant un peu plus de 30 ans, donc une société qui est spécialisée uniquement dans la partie voix, vocale. Alors on vous expliquera un petit peu comment on intervient dans la partie intelligence artificielle. AudioCode, c'est 1200 personnes, c'est une société qui est cotée au Nasdaq aujourd'hui, 600 personnes en recherche et développement principalement en Israël, donc aux sociétés à haute valeur technologique. On a vraiment 2 branches, je vais dire, d'activité. La partie Unified Communication, donc où on va vraiment aider des partenaires comme Microsoft Teams ou des solutions comme Zoom à se connecter de manière sécurisée à la partie téléphonie, puisqu'on voit quand même une convergence aujourd'hui entre la partie solutions de communication unifiée dans les sociétés avec la partie centre de contact, qui est la deuxième activité, où on va amener des solutions pour l'intégration des centres de contact, donc des solutions logicielles qui sont des services managés, dont une qui consiste à pouvoir automatiser des tâches par l'implémentation de bots vocaux interactifs, donc la transformation de bots texte en bots vocaux pour automatiser les tâches dans le centre de contact. Ça évolue vite là aussi. Très, avec beaucoup de domaines intéressants et beaucoup d'expériences internationales que j'espère pouvoir partager, des études de cas avec des déploiements, je pense, qui peuvent donner du sens dans la conversation. Bon, très bien, merci beaucoup. Puis surtout en plus que vous avez des activités, tous et toutes, qui sont très souvent drivées par les grands de la planète qui développent des solutions logicielles quasiment incontournables, comme c'est le cas pour Microsoft. Alors, on va tenter de rentrer dans le concret. Je vais redonner la parole à Nathalie. Nathalie, en quoi, puisqu'on va plonger dans le sujet directement, l'intelligence artificielle vous permet-elle d'améliorer votre quotidien? Comment ça fonctionne chez DPD? Comment vous l'avez déployé et optimisé aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cas d'usage qui ne sont pas internationaux, hein, donc on est juste français. Alors, on a en fait un petit robot qui fait de la RPA. Je ne sais pas si ça vous parle, la RPA.
Donc, c'est un robot à clic. Je ne sais pas comment dire ça autrement. En fait, on lui donne une liste de colis qui n'ont pas été livrés aujourd'hui, mais vous ne le dites pas, hein, tout ceci reste vraiment entre nous. Donc, on lui donne une liste de colis qui n'ont pas été livrés malheureusement aujourd'hui, mais pour un certain nombre de raisons. Et on lui dit, va sur nos outils, parce qu'on a des outils qui datent d'il y a 15 ans. Et donc, comme ils ne sont pas du tout ouverts, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de web service, on lui dit, fais exactement comme un humain, c'est-à-dire fais un copier-coller du numéro de colis en fonction d'un certain nombre de règles, dis oui ou dis non, et relivre le colis ou pas. Enfin, mais en tout cas en relivraison, et ensuite le lendemain matin, en agence, on récupère cette liste et on remet en livraison le colis. Il y en a à peu près, je crois, 300 000 par an qu'on relivre. Alors, il y a 500 000 colis par jour. Donc, c'est énorme. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Je vous parlerai que de la France. Donc ça, c'est le premier. Voilà, c'est cette notion de RPA. Elle est quand même, encore une fois, super intelligente parce que on reproduit des gestes métiers de collaborateurs. Voilà, de cliquer toute la journée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on les a utilisés pour d'autres choses. Et ça, c'est le premier use case. Et puis on a deux autres qui sont plutôt assez classiques. C'est de créer en fait des portails clients. Le client étant soit le client expéditeur, soit le client collaborateur. On est très axé collaborateur chez DPD France. Et donc, on a mis à disposition des outils qui font parler en fait, les services et qui utilisent l'intelligence artificielle au travers de workflows. Voilà. Alors après, bien sûr, mais j'en ai entendu parler juste avant, on a un chatbot et un chat... Enfin, voilà. Il y a plein de petits endroits, mais les vrais cas d'usage sont plutôt ceux-là où, en fait, on évite des choses un peu répétitives et sans valeur ajoutée aux collaborateurs. Mais ce qu'on fait avant... c'est qu'on éprouve en fait ces gestes métiers et ensuite on dit ok, est-ce que l'intelligence artificielle peut le faire ou pas, et on éprouve à chaque fois en fait ces règles et surtout les résultats qu'on a. D'accord, très bien, très clair. Donc finalement, on libère le conseiller de tâches répétitives à non ou à très peu de valeur ajoutée, ou qui sont fastidieuses, etc., pour qu'il puisse, à un autre moment, se concentrer sur des choses vraiment qui valent la peine, rappeler le client, gérer un litige, gérer au contraire une autre action, une autre activité comme ceci. Alors, je ne sais pas qui a dit juste avant, l'intelligence artificielle sublime l'homme. Moi, je dirais l'inverse. Ouais. Désolée. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai entendu ça juste avant. Je trouve que c'est plutôt nous qui faisons en sorte que en fait, l'intelligence artificielle va nous aider, et c'est nous qui choisissons en quoi elle va nous aider. D'accord. Si on commence à se dire que c'est l'inverse, je suis désolée, je ne sais pas qui l'a dit juste avant, mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est parce que vous mettez l'accent sur le fait du contrôle, on en parlait, du contrôle de comment vous l'utilisez. C'est pas que du contrôle, en fait. Je pense que l'intelligence, entre guillemets, elle est toujours... pardon. Je vais peut-être un peu déconner dans cette histoire, mais elle reste artificielle. Oui. Et pour moi, elle démarre par un geste métier qu'on va utiliser, éprouver et donc remplacer par l'intelligence. Mais pour moi, ce ne sera jamais l'inverse. Ok, très bien. On verra tout à l'heure comment les agents l'ont accueilli. Hervé, comment, vu de votre œil et activité éditeur, l'intelligence artificielle vous guide toute la journée, alors là, à l'inverse, pour fabriquer le produit que justement Nathalie utilise avec ses équipes ensuite. Comment ça se passe? Alors, chez FICI, donc éditeur CRM et Marketing Automation, le CRM est finalement le carrefour des différentes applications, mais aussi des données. C'est le cœur de l'étoile, oui. Voilà, c'est au cœur de l'étoile, entre toutes les données qu'on va recevoir de la part des flux téléphoniques, des flux chat, des flux mail, etc. Et donc, naturellement, notre CRM en fait, est connecté aux applications et aux data. Du fait de RGPD, on a été amené de toute façon à anonymiser les données pour pouvoir les conserver, pour que l'entreprise puisse les exploiter, en tirer toute la richesse, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Donc, dans ce rôle de carrefour, en fait, aujourd'hui, nous on dit, on a la donnée, on l'a anonymisée ou pas, et on va être capable d'utiliser aujourd'hui les briques d'intelligence artificielle qui sont autour de nous, et qui vont permettre d'améliorer la relation client, comme vous l'avez dit, mais toujours pour faire mieux des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. On l'a dit, on le redira. Et avec l'idée de dire on va garder toujours l'humain dans la relation avec le client. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus à se dire
étant au carrefour des applications et des données qu'on peut anonymiser, on va utiliser les moteurs d'IA qui existent déjà sur les accès, et on va envoyer de la donnée vers des solutions complémentaires dont on va récupérer aussi des données plus riches. Voilà notre mission pour le moment. En plus, l'outil est utilisé par le téléconseiller et le conseiller en direct pendant qu'il est en cours d'échange avec son client. Donc tout l'intérêt est là finalement, c'est qu'il ait le plus vite possible dans son tableau de bord, dans son visuel, une proposition à faire à laquelle il n'a pas forcément pensé, ou une proposition qui lui est soufflée parce que tous les ingrédients sont réunis pour lui proposer cette solution-là. Donc tout à fait. Donc, pour le moment, nous, on va plutôt utiliser les outils qui sont en train d'émerger dans les différentes technologies, comme on l'a vu en première partie, pour que ces outils permettent d'afficher cette information, donc soit depuis notre écran, soit depuis l'écran de l'application complémentaire. Donc ça, c'est vraiment le travail sur les flux. Et après, on va pouvoir garder tous les KPI de l'utilisation de ces outils pour voir après comment améliorer le processus. Et les réanalyser a posteriori. D'accord. Et au-delà d'améliorer le processus, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi donner les outils aux équipes et au management de dire comment est-ce qu'on fait mieux, comment est-ce qu'on aide les équipes à grandir dans leur mission. Ok. Patrice, un peu la même question. Comment l'IA est-elle optimisée et captée par AudioCode dans la fabrication de ces solutions aujourd'hui, que ce soit effectivement sur les composants de communication ou vos solutions centre de contact? Alors je pense que ça a été abordé déjà un petit peu dans le précédent débat, mais il y a énormément d'applications de l'IA. La première chose qui est importante, c'est de savoir pourquoi on implémente l'IA, quelle est la valeur ajoutée de l'IA et par où on commence dans l'IA. Et si vous avez déjà essayé d'implémenter un projet ou d'obtenir du budget de la part d'un management ou de déployer du budget, si vous justifiez simplement l'expérience client et l'amélioration de l'expérience client, ça ne sera pas suffisant si vous ne justifiez pas non plus des réductions de coûts, typiquement. Donc à partir du moment où on analyse ces deux sujets-là, on va avoir l'utilisation de l'IA vraiment dans la partie, comme on l'a dit, résumée d'une réunion, donc optimiser une réunion, donc avoir toute la transcription d'un débat qui peut être enregistré et puis qui peut être stocké, envoyé dans une base CRM. Ça, c'est vraiment dans la partie, je vais dire, réunion interne ou même écouter la transcription du client. On en parlait de l'agent augmenté. Ça va être dans l'idée d'avoir vraiment un robot qui ne sera pas en frontal comme un agent virtuel en face du client, mais qui va écouter silencieusement la conversation entre le client et l'agent pour pouvoir permettre de donner des conseils qui seront liés, ces conseils-là, à toute la base CRM, donc retrouver les informations du client, fournir des conseils à l'agent, donc toute la partie agent augmenté. Un point commun qu'il y a, c'est pouvoir aussi essayer de déterminer quelles sont les tâches qui ont une valeur importante pour le client, mais qui n'ont pas de valeur pour la société. Typiquement, le client qui appelle pour demander « j'aimerais avoir un statut de mon compte ». Donc ça consomme énormément d'énergie. Pardon, il y a très peu d'agents qui sont disponibles. Et si vous n'avez pas envie d'attendre 10 minutes sur une musique électronique de la 9e de Beethoven pendant 20 minutes, eh bien c'est là vraiment où l'IA va avoir toute une valeur ajoutée parce que vous allez avoir un assistant qui va pouvoir répondre à ces questions. Il y a aussi la partie du fait que l'agent dans une conversation peut renvoyer potentiellement le client vers cette intelligence artificielle pour des tâches qui peuvent être automatisées. J'ai l'impression que justement les demandes de chacun, de part et d'autre, côté client, côté entreprise, côté conseiller, se rejoignent grâce à ça. Oui, pour moi, l'expérience client, elle est constituée de plusieurs choses. Il y a l'expérience digitale. Ce que j'appelle l'expérience digitale, c'est le client commence sur un site web. Oui. On va avoir un petit pop-up, il va poser une question, un texte. Il veut chercher sa réponse lui-même par lui-même. Il va pouvoir cliquer sur un petit bouton, qu'on appelle un bouton click to call, pour pouvoir appeler peut-être un robot. Commencer avec un robot. Le robot n'est pas peut-être capable de répondre à toutes les questions, donc d'escaler l'appel vers un agent de centre de contact pour peut-être être renvoyer un message. Cette expérience digitale. Il y a l'expérience client en tant que telle. Je pense qu'on a tous expérimenté ces fameuses 10 minutes de Beethoven dans une file d'attente. Et puis après, il y a ce que j'appelle l'expérience employée. Et c'est là qu'on retrouve l'agent augmenté, l'agent assisté. Il y a une étude récente qui a expliqué que plus de 80% des gens qui ont été interrogés considéraient que le comportement de l'agent dans un centre de contact avait une influence sur la marque.
Donc typiquement, Ah oui. on est dans un milieu qui est un milieu très stressant, un milieu qui est très difficile, sur lequel il y a un turnover, il y a des coûts de supervision et ce genre de choses-là. Donc là, l'idée, effectivement, c'est l'agent virtuel, mais d'aider l'agent, réduire les temps de supervision et être certain que l'agent va poser les bonnes questions, puisqu'il aura une IA derrière qui va poser exactement toutes les bonnes questions au client. Donc l'expérience client, l'expérience employé et l'expérience digitale, c'est ça qui va vraiment réaliser l'expérience globale du client. Oui, on en reparlera avec Nathalie tout à l'heure, justement. Cyril, alors vous êtes côté business dev. Alors là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez nous parler à la fois de comment Chiamo exploite, utilise l'IA pour fabriquer ses solutions, mais également aujourd'hui, quelle est l'attente des clients que vous voyez lors de vos séances de soutenance et de réponse à appel d'offres? Alors vous prenez la question dans le sens que vous le souhaitez. Oui, ça va être... c'est assez large. On a deux lignes temporelles qui est en train de se battre et dans tout ce qu'on discute. C'est-à-dire qu'il y a la prospective, avec ce que l'on aimerait faire. Un certain nombre de financiers aimeraient réduire les équipes grâce à l'IA pour... Enfin voilà, il y a plein de raisons, hein, tu l'as souligné. Et il y a la réalité, en fait. Il y a un grand nombre de sociétés qui sont plutôt dans la réflexion à savoir qu'est-ce que vraiment l'IA va pouvoir leur apporter, dans quelle mesure et comment améliorer l'expérience utilisateur, mais également l'expérience des collaborateurs. C'est souvent quelque chose qui peut être oublié. Nous, au niveau de Chiamo, c'est ce qui fait aussi le cœur de notre ADN, c'est-à-dire c'est de donner les clés auprès des collaborateurs pour pouvoir avancer sereinement, d'avoir des outils qui puissent les aider sur la réponse, mais également qui puissent, alors l'une des personnes sur la table ronde l'expliquait, on est sur un milieu avec énormément de turnover, donc c'est aussi de leur donner les clés pour pouvoir être stabilisés, d'avoir un confort qui soit visuel, de travail, les décharger d'un certain nombre de tâches qui sont répétitives et sans valeur ajoutée pour eux. Voilà, donc c'est comme ça que l'on va travailler en fait, avec des algorithmes qui vont permettre de pousser les flux très facilement, quels que soient les flux, en fonction de compétences, en fonction d'activités, en fonction d'actes répétitifs qui seraient arrivés. Et puis en amont, ce qu'on va retrouver très souvent, toutes les entreprises ne sont pas encore prêtes, mais c'est du callbot ou du chatbot sur lequel, où en est le colis, par exemple. Ça, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une personne au téléphone. En revanche, pour basculer après, si notre colis est perdu, ça arrive, eh bien, ça permet d'avoir vraiment un conseiller au téléphone qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir ouvrir un ticket, qui va amener de la valeur ajoutée. Et dans ces tâches d'automatisation, de pouvoir aussi automatiquement avoir des bases de connaissances qui remontent. Enfin voilà, ce genre de choses, de reverser des informations chez FICI ou dans d'autres CRM par exemple. Aujourd'hui, vos clients, ils sont IA tout feu tout flamme, ou est-ce qu'au contraire, guidez-nous, aidez-nous à imaginer un peu cela. Tout le monde n'a pas d'IA comme chez DPD par exemple. D'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir, justement, il y a sûrement des écarts entre industries, entre clients. Voilà, comment vous percevez ça? Tout dépend du type de clientèle et ce qui est attendu. On a encore des sociétés qui misent uniquement sur la voix, parce que les autres médias, ils considèrent que, etc., sans entrer dans le détail. Donc ceux qui vont entrer dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a déjà une maturité d'autres canaux qui sont utilisés pour pouvoir traiter. Tout dépend aussi des flux, du type de clientèle, etc., de ce qui est attendu. Donc, lorsque l'on est consulté, on est plutôt dans un rôle de conseil, à savoir ce que l'on va pouvoir apporter pour pouvoir les aider à répondre. Alors, des fois, certains sont trop en avance de phase, en tout cas par rapport à ce que nous, on propose, puisque, encore une fois, l'humain est au cœur de la gestion de la relation client. Et d'autres sont plutôt dans la projection de 5, 6 ans, 7 ans, voire un peu plus, pour savoir ce qu'ils vont faire par la suite. D'accord. Nathalie, ça fait combien de temps que DPD est équipé de ces niveaux d'IA que vous nous avez décrits tout à l'heure? Alors, le petit robot, ça fait maintenant 2 ans et demi. C'est novateur, parce à l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'attendait avec impatience, on la voyait peu. Donc il a fallu qu'il y ait des gens. En fait, je pense qu'il y a quand même plusieurs façons. Pour moi, il y a quand même plusieurs usages en fait de cette notion d'intelligence artificielle. Je veux juste rebondir. En fait, si vous oubliez les collaborateurs, je pense qu'ils vont revenir à vous très rapidement. Ah oui. Et notamment en termes de change autour de l'intelligence artificielle, parce que quand vous les oubliez, d'abord, ils ont peur.
parce qu'ils pensent qu'effectivement, ils vont se faire remplacer. Et puis, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle, elle reproduit souvent donc un homme, ou enfin, plutôt des femmes d'ailleurs, parce qu'elles sont plus intelligentes. Non, je rigole. Mais en tout cas, de se dire que en fait, ça reproduit quelque chose, et ça reproduit quelque chose, en tout cas un geste humain. Donc voilà, n'oubliez pas les collaborateurs, parce que c'est quand même eux qui ont encore une fois, c'est eux qui bossent. Voilà, pardon de le rappeler. Et puis, donc ce petit robot, en fait, il est né effectivement du fait qu'en fait, on ne pouvait pas faire ça tous les jours avec le volume de colis, puis ça commençait à nous coûter un peu cher. Et pour autant, on avait envie que cette expérience, justement, expérience client au global, elle soit quand même améliorée, et donc de faciliter et de ne pas attendre l'information d'un client avant de relivrer le colis. Pour répondre juste à cette notion de pourquoi on met de l'intelligence artificielle, effectivement, il y a une notion de cible. Je pense qu'il y a d'abord une notion de volume. Quand vous faites du B2B, l'intelligence artificielle, moi, je ne suis pas trop fan. Hein. Moi, je préfère effectivement... nous, on n'a pas de serveur vocal, de tout ça. Quand on parle à nos expéditeurs, donc nos clients expéditeurs, donc les BI. Par contre, dès qu'on va parler à du destinataire, d'abord, ils ont plus l'habitude, donc ils sont plus à même de solliciter un chatbot, de solliciter un callbot. Et ensuite, pour moi, il y a une notion de volume et de cible et d'attente. Et quand on parle d'attente de clients, je ne sais pas, posez-leur la question, en fait, à vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent? Plutôt que de mettre un truc parce que c'est à la mode, posez-leur la question de ce dont ils ont besoin et de ce qui les irrite aujourd'hui, plutôt que d'avancer, comme tu dis, tout feu, tout flamme. Oui, ok, très clair. Justement, on va se concentrer sur la démarche client classique qui est intéressé par un produit. On va aller sur la démarche marketing, Hervé. Qu'est-ce que l'IA va concrètement nous apporter dans ce chemin? Le chemin de je conçois une offre, puis après il faut qu'elle plaise, donc je le fais savoir, et puis j'espère qu'on va me l'acheter, et puis derrière il va falloir suivre tout ce cycle. Comment ça va rentrer en ligne de compte? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, en fait, nous, on intervient sur l'ensemble du parcours client en complément des autres applications. Donc, on l'a dit, effectivement, un appel téléphonique, il peut être traité par un chatbot, un callbot, un contact Internet par un chatbot ou par un agent. Donc, c'est la somme des deux qui va permettre de garder, en fait, une expérience client, de voir sur cette expérience client ce qui a été positif et négatif. Et puis je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, de dire qu'il faut penser à l'humain en termes des agents. Nous, on est un peu pareil avec le CRM, c'est-à-dire que le CRM, soit c'est vu comme une obligation de remplir le CRM, ce que les commerciaux, moi le premier, on n'aime pas faire, soit on tourne ça pour le bénéfice du collaborateur en disant, voilà, quand tu l'auras rempli, voilà tout le temps que ça va te faire gagner. Toute la vertu que ça va apporter. Exactement. Et je pense qu'en fait, avec l'IA, c'est un peu pareil. De dire, voilà, on va écouter ce que ça va apporter aux clients et aux collaborateurs, puisqu'on sait bien la symétrie des attentions. Si on a un collaborateur qui est content, il rendra content son client, même s'il reçoit un appel négatif. Et donc, c'est important d'être dans cette logique-là. Voilà. Donc, pour répondre à la question, nous, on va regarder sur l'ensemble du parcours client l'analyse qu'on va pouvoir garder de toutes ces expériences clients et collaborateurs à travers les appels qui arrivent, sur lesquels nous, on va s'appuyer encore une fois sur les technologies qui permettent de faire du callbot pour la voix, du chatbot pour les contacts Internet et réseaux sociaux, mais aussi l'analyse automatique, par exemple, des mails et des propositions de réponses automatisées ou pas. Et donc, l'idée pour nous, c'est surtout d'avoir des éléments de notation qui vont nous permettre de savoir ce que le client en tire comme satisfaction et ce que le collaborateur en tire comme satisfaction. Ok, très bien. Cyril, est-ce que l'IA pourra aider l'agent, le conseiller, le collaborateur, à être plus fin dans ses propositions, à être plus pertinent? Oui. Nathalie nous dira tout à l'heure ce qu'elle en pense. Non, alors sans parler de ChatGPT. Nathalie, comme vous l'avez vu, c'est un utilisateur final de tous ces systèmes-là. Ce sera le juge de paix à la fin. Alors, juste pour rebondir, Nathalie, sur ChatGPT, ça c'est la partie de l'iceberg que tout le monde connaît, la partie grand public, et qui, quand on pose un certain nombre de questions,
on a un certain nombre de réponses qui ne sont pas forcément en adéquation ou qui sont totalement fausses. L'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur le moteur de langage avec l'ensemble des critères qui va justement permettre d'aider le collaborateur. Là, je me remets vraiment côté agent, côté conseiller, d'avoir une réponse rapide avec de la remontée, pourquoi pas, de la base de connaissances qui est liée aux mots-clés, puisque la conversation a été écoutée. Donc, ça ferait remonter en fait des éléments, des indicateurs qui permettraient d'être beaucoup plus pertinents, de faire gagner du temps sur la réponse. Alors, voilà. Et voilà, je te le pousse avec l'IA générative, et voilà ce que tu peux lui proposer. Alors, tout ça, c'est un nombre de réglages qu'il faudra mettre en place. Oui. ChatGPT, je ne sais plus combien, 1 milliard de curseurs qui doit se balader pour avoir une réponse. En revanche, c'est un avis très personnel, il faut que ça reste sous le contrôle de l'humain. Dans le sens où ChatGPT apprend tout seul, n'est pas supervisé, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes au niveau de la RGPD, hormis la localisation des données, mais on ne peut pas le superviser. Donc on a un certain nombre de solutions qui existent et qui permettent justement d'avoir cet accompagnement, d'avoir des statistiques, de pouvoir voir ce que le robot aussi a dit. Mais si je me remets encore une fois côté agent, on va pouvoir lui enlever un certain nombre de tâches inutiles, comme du traitement post-appel qui pourrait être directement rempli à travers de l'intelligence artificielle. Il aurait juste à valider et appuyer sur le bouton pour pouvoir envoyer. Donc c'est là en fait où on va gagner du temps pour pouvoir traiter, et ça c'est pas au détriment de l'humain, et c'est plutôt en faveur des autres personnes qui seraient amenées à utiliser un autre canal et qui sont dans la file d'attente en train d'attendre leur réponse. Donc on devrait normalement améliorer la qualité de l'expérience utilisateur, la qualité de l'expérience collaborateur. Juste si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie et avec Cyril. Là où pour moi on peut rajouter une petite finesse au niveau de l'IA, c'est éventuellement effectivement dans l'écoute, il existe énormément de ce qu'on appelle des services cognitifs derrière. Donc voilà. On va pouvoir identifier les langues, on va pouvoir identifier les émotions. Après, c'est à voir ce que la société fait de ces données-là. Donc par rapport à l'écoute, par rapport à la transcription, il existe des services qui permettent d'identifier l'émotion du client, ce qui va permettre, pour optimiser, améliorer l'expérience client, de faire ce qu'on appelle en anglais du triggering d'action, donc lancer une action où le superviseur va être notifié, il y a eu une frustration client à ce niveau-là. Je pense qu'il est intéressant soit que le superviseur ou le commercial recontacte le client afin de conserver le client de manière plus... Et le fasse même en direct. Oui, tout à fait. Rentre éventuellement en conférence avec le conseiller, alors soit en soufflage, de façon... Voilà, ça dépendra de la stratégie un peu de la société, mais c'est là, je pense qu'on a vraiment une vraie valeur ajoutée. Oui. Sinon, je pense qu'on reste dans la stratégie qui a été développée par la société, que ce soit l'IA ou que ce soit l'agent. Disons qu'on l'a dit, ça va permettre d'optimiser certaines tâches, ça va permettre d'automatiser et de garantir qu'on pose bien les bonnes questions qui sont en accord avec la stratégie de la société et réduire les coûts de supervision, ça c'est clair, on en a parlé tout à l'heure, je pense. Voilà. Ok. Dans votre modèle business, vous n'êtes pas en relation avec le client utilisateur final des composants. Comment vous faites pour récupérer l'impression, le souhait ou ce qui va pouvoir derrière nourrir votre effort de recherche et développement? Comment vous faites pour vous tenir au courant de tout ça? Oui et non. Oui et non, dans le sens qu'on travaille avec énormément de partenaires. Donc AudioCode est une solution qui est souvent, on n'entend pas beaucoup parler d'AudioCode parce que la solution est cachée. Ça se voit pas. Dans des modèles OEM donc vendus par d'autres partenaires. Ça ne marcherait pas sans vous, mais on ne le voit pas. Voilà, donc la partie VoiceBot. Par contre, là où on a un retour client, c'est que grâce à nos partenaires, qu'on a une relation de confiance avec eux, on va avoir un retour client, on va avoir l'analyse de l'ensemble des différentes études de cas qui ont été réalisées. On peut en avoir des choses tout à fait variées, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit un vendeur de peinture, que ce soit une société d'assurance qui veut faire de l'assistance en temps réel, assistance véhicule. Donc on a énormément de domaines d'application différents, donc on a quand même une bonne remontée des études de cas, une bonne remontée des études clients, et peu importe le domaine d'activité, il y a un point commun chez tous les clients, c'est qu'ils commencent petits. Oui. Donc on va commencer avec une tâche et on va se focaliser sur la tâche, parce qu'il y a toujours 3 choses effectivement à tenir en compte. La première chose, c'est l'analyse des données existantes, parce que pour pouvoir avoir un modèle d'apprentissage, il faut disposer de données. Donc dans les centres de contact, en général, il y a énormément de données, mais c'est des données qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir analyser. Donc il faut commencer petit pour ne pas être submergé aussi par le niveau de données qu'on a. La deuxième chose, c'est qu'un robot, que ce soit
au niveau vocal ou au niveau texte de toute façon. Le client, lorsqu'il appelle et qu'il tombe sur un robot au lieu d'un agent, il s'attend à de l'empathie, alors que le robot, il parle bit and bytes, comme on dit, hein, du 1 et du 0. Donc, il va falloir créer un flux conversationnel qui fait en sorte que le client se sent à l'aise avec le robot, ce qui est une complexité supérieure. Et puis après, le troisième aspect, c'est là qu'AudioCode intervient, c'est de devoir intégrer la partie composante entre un système de contact center existant ou un système de communication existant, donc une infrastructure avec un CRM existant, avec un chatbot existant, avec peut-être d'autres systèmes speech to text ou text to speech pour la partie traduction, qui peut être différent parce qu'il est plus performant d'un fournisseur à l'autre ou d'une langue à l'autre ou d'un dialecte à l'autre. Enfin, pas pour la France, il n'y a pas trop de dialectes, sauf le ch'ti et le marseillais. Mais voilà, donc c'est cette intégration technologique qui est importante. Donc ces trois composants-là font parfois peur à beaucoup de sociétés. C'est pour ça que je pense que le point commun, c'est de commencer par une étude de cas qui a de la valeur pour vous, et puis d'évoluer progressivement vers d'autres études de cas, donc d'étendre son expérience de plus en plus pour automatiser plus de processus. À vous entendre, on entend beaucoup parler d'humains, de collaborateurs, de conseillers, etc. AudioCode est aussi présente à l'international. Est-ce qu'il y a un aspect culturel à l'IA? Est-ce que vous le sentez? Oui, il y a un aspect culturel qui est important, c'est-à-dire que, il y a l'effet acceptation de l'innovation qui est différente d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Il y a aussi l'acceptation de la part du client aussi qui est différente. Après, pour vous donner une idée, si on va vers les Pays-Bas, donc en Hollande, on travaille avec une grande banque aux Pays-Bas qui a décidé d'automatiser 90% de tous ses contacts clients, donc multi-canaux de communication dans les 5 prochaines années. Donc 90%, c'est énorme. On va avoir d'autres sociétés, comme des sociétés comme AXA, par exemple, AXA Assurance, qui vont être beaucoup plus progressives, qui vont y aller pour de l'assistance sur la route ou pour pouvoir, typiquement en Espagne, lorsque vous avez un dégât des eaux, vous faites intervenir un entrepreneur. Et l'entrepreneur, une fois qu'il a confirmé les travaux, va appeler lui-même le robot pour confirmer que les travaux ont été faits. Voilà. Donc chaque business est différent. On parlait de la société de peinture. Là, ils vont beaucoup plus loin. C'est des produits très très complexes. Donc il y a beaucoup de datasheets qui sont des datasheets, des fiches produits qui sont non formatées. Et l'idée, là, on repart vers du chat GPT, du système d'apprentissage, où ces gens vont prendre l'ensemble de leurs fiches produits, portefeuille produits, vont les ingérer dans un système d'apprentissage pour que lorsque le client appelle, le client puisse retrouver et conseiller ou poser les bonnes questions clients pour trouver le meilleur produit sur base de fiches produits qui sont complètement non formatées. Donc c'est quand même super intéressant. Et puis après, naturellement, pour clôturer, je vais dire, l'activité, on va escaler l'appel avec l'ensemble de la transcription vers un agent qui saura, c'est monsieur un tel qui appelle pour une peinture un tel, et voilà le volume d'appel. Donc d'un pays à l'autre, l'acceptation est tout à fait différente. Ok. Alors c'est un thème qui est beaucoup ressorti, je voulais qu'on y revienne. On parle depuis tout à l'heure du collaborateur, du conseiller, et du fait d'optimiser la présence de l'intelligence artificielle pour lui amener davantage de plaisir dans le boulot tous les jours, dans son quotidien, de satisfaction. Et puis, comme on le disait, c'est un métier difficile, donc relié à un niveau de turnover assez important. Hervé, est-ce que l'IA peut de plus en plus aider le conseiller à formuler des questions qui tiennent compte de l'entretien présent, etc. Alors oui, on pense que oui. Aujourd'hui, nous, on est en train de regarder ce que les outils du marché, comme je l'évoquais tout à l'heure, peuvent nous apporter. On parle de Microsoft qui nous accueille aujourd'hui. Microsoft, avec le programme Copilot, va nous apporter déjà la restitution de réunions et beaucoup de choses à travers les outils d'Office et de Teams que nous, on a intégrés depuis très longtemps. Donc on va déjà, nous, dans notre plan produit, regarder comment l'apport de ces outils extérieurs complémentaires répondent à une partie de ce que nos clients et les collaborateurs de nos clients demandent pour voir quel est le delta qu'on peut apporter. Voilà. Ça ne sert à rien de refaire ce que d'autres font. En revanche, on veut chercher à se concentrer sur ce que nous, on va apporter en tant qu'éditeur CRM et éditeur marketing automation. Voilà. Donc, ce qui n'est pas apporté par les autres. À ce niveau-là, on a à la fois vocation à se concentrer sur la qualité de la donnée,
parce que c'est bien d'avoir des données, comme on l'a dit, il faut qu'elles soient de qualité, il faut qu'elles puissent être retraitées, et puis quand on parle de qualité, c'est aussi de fraîcheur des données. Donc elle est consultée. Donc c'est tous ces sujets qu'on regarde beaucoup actuellement, mais ce sont des sujets qu'on va aussi travailler avec nos clients et nos partenaires. Par exemple, on a un certain nombre de clients qui ont déjà mis des voice bots en production, qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience, de partager ces retours d'expérience avec d'autres entreprises qui ne l'ont pas fait et qui se posent la question. Et puis, on a en permanence aussi le fait de récupérer des demandes de nos clients. Et quand on sort une nouvelle version, une nouvelle release, il y a toujours 30% des fonctionnalités qui répondent aux demandes de ces clients. Donc, par rapport à toutes ces demandes, on regarde qu'est-ce qu'on doit faire nous, qu'est-ce qu'on doit faire peut-être avec l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que déjà on peut faire en exploitant déjà tous les outils d'intelligence artificielle qui existent dans notre écosystème. Évidemment, VoiceBot, comme on a parlé, CallBot, ChatBot, et puis aussi beaucoup l'analyse des verbatims. Ok. Au sein d'Efficie, vous êtes déjà organisé de façon à prendre cette nouvelle donne en compte dans le développement de vos futurs nouveaux produits? Alors, comme je l'évoquais, il y a deux choses. Il y a prendre en compte tout ce qui existe sur le marché pour faire en complément. Et puis, on a un autre enjeu chez Efficie, c'est de faire à la fois du global et du local. C'est-à-dire qu'on est, comme je disais en introduction, on est présent sur 15 pays. On a des clients qui utilisent nos produits sur 60 pays. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne va pas être la même pays par pays et ne va pas être la même non plus langue par langue. Donc, on a dans notre stratégie de développement à la fois le fait d'avoir un corps commun dans nos produits qui va correspondre à 80% de global et garder 20% de local qui correspond à la spécificité de chacun des pays, de chacun des marchés, ce sur quoi Efficie est très fort, parce qu'on est très fort en France, on est très fort dans chacun des pays où on est présent. Donc on essaye de capitaliser autour de ça. Ok. Nathalie, la gestion du turnover et faire en sorte que toutes tes équipes en relation client soient heureuses, c'est pas un sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as dans ton quotidien depuis bien longtemps. Est-ce que tu penses que l'IA peut rentrer ou pas en ligne de compte pour proposer une nouvelle façon de travailler et ces conseillers sont-ils en attente de cela? Alors maintenant, les téléconseillers, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais nous, on avait, en tout cas dans les postes de middle management, le big quit. Donc après le... Ah oui, d'accord. Après, okay. Déjà pendant le Covid, il n'y avait pas grand monde. Hein. Oui. Et puis quand ils sont revenus, ils avaient piscine le mercredi. Donc en fait, avant de demander l'intelligence artificielle, ils demandent du télétravail. Donc, et puis, pardon de rappeler juste des choses un peu de base, mais voilà. Donc je pense qu'ils ne viennent pas en vous demandant qu'est-ce que tu fais en intelligence artificielle. Ils viennent en nous demandant d'abord qu'est-ce qu'on fait pour le RSE. Je pense que beaucoup de jeunes, les jeunes générations, désolé, à 50 ans, c'est les jeunes générations. Donc voilà, en fait, ils viennent en vous disant est-ce qu'on fait du télétravail, est-ce qu'on fait du RSE? Non, mais pas sur le site internet. J'ai bien vu qu'on faisait des ruches. Elles sont où les ruches? Ah oui. Donc voilà. Donc avant, je pense que c'est pas lié, pour moi, au turnover. C'est plutôt de se dire effectivement, on a aujourd'hui, alors j'appelle pas ça des données rangées, mais plutôt de dire, voilà, on a rangé notre chambre, en tout cas, souvent dans les services clients. Et donc, on a effectivement dans des outils assez de CRM, etc., beaucoup de données. Ce qui va compter, c'est plutôt de les accompagner dans deux choses pour moi. C'est ce qu'on appelle la Next Best Action. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu un certain nombre d'outils du marché, on va dire, récupérer toutes les données d'un peu partout, et déjà avant le ChatGPT, mais de se dire, OK, on a 5-6 outils, et on va donner sur une IHM, en tout cas sur une page, les données essentielles pour faciliter le travail du collaborateur. Mais ça, on n'avait pas vraiment besoin d'intelligence artificielle. Mais c'est d'aller chercher non seulement ces données, et aussi d'écouter en fait la conversation du client et de remplir par exemple le CRM, parce qu'effectivement, même de vérifier une adresse, d'écrire une adresse, en dehors de toutes les fautes qu'on peut y mettre. Voilà, donc c'est de se dire je peux remplir mon CRM au travers de l'écoute,
Alors, je ne sais pas si vous faites ça, mais effectivement, du speech to text et de remplir le CRM au bon endroit et donc de laisser en fait, le collaborateur se concentrer sur cette conversation, cet échange et de faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire écouter, comprendre et répondre. Donc ça, c'est la première chose, c'est donc d'aller chercher les bonnes informations et puis ensuite de lui dire, bah, OK, la prochaine question ou la prochaine réponse ou la prochaine action de ce client ou parce que j'ai effectivement détecté une émotion un peu négative, attention, voilà, je t'alerte, écoute-le, mais est-ce que tu entends qu'il a dit le nom d'un concurrent alors, il y a une autre société israélienne qui s'appelait Nice System qui faisait beaucoup ça, qui coûtait un bras, hein, mais voilà. Voilà. Ceux-là, je les connais pas. C'était un petit ticket de 100 000 € juste quand on disait bonjour. Ils sont là. Non, avant que je dise des conneries. Donc, et puis pour moi, le deuxième use case, c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie management et sur la partie qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont effectivement écoutés et accompagnés par soit leurs superviseurs, soit des coachers. Bref, il y a un certain nombre d'étages autour d'eux. Et en fait, quand on fait du quality monitoring, on dit soit on écoute, dans la courbe de Gauss, soit les deux écarts, soit effectivement le milieu, mais on n'a jamais assez de personnes pour écouter toute cette conversation. Et pour moi, l'intelligence artificielle, elle intervient aussi ici en disant j'écoute toutes ces conversations. Et donc, il y a la séparation justement de l'agent et du client et d'aller redonner en fait aux formateurs, aux coachers en disant voilà quelles sont les prochaines étapes pour ce collaborateur d'accompagnement, de formation. Et c'est en ça, je pense qu'on doit accompagner nos collaborateurs à effectivement soit faciliter l'appel, mais au moment de l'appel, parce que c'est ça qui est quand même compliqué, et faciliter effectivement leur évolution et leur montée en compétences. Ok. Cyril, est-ce que vous voyez auprès de vos clients, toujours, j'en profite, vous faites du business dev à l'occasion de vos soutenances et de vos réponses à appel d'offres, est-ce que vos clients sont demandeurs maintenant d'assistance beaucoup plus développée que ça auprès de leurs conseillers et de créer des conseillers augmentés? Est-ce que ça arrive? La question est très généraliste, puisqu'encore une fois, ça va dépendre des volumes, du type de société, du B2B, du B2C. J'ai rencontré encore une société qui faisait que de la voix et puis une autre qui était beaucoup plus petite et qui voulait s'ouvrir sur plein de canaux. Donc tout dépend la typologie de clientèle. On a encore, parce qu'on parle vraiment de prospective, d'IA, etc., on a encore des sociétés qui fonctionnent en silo sur chacun des canaux, qui ont encore une boîte email générique sur laquelle chaque agent vient piocher, donc sans dispatch automatique fin en fonction des éléments de texte qui sont dans la partie email. Donc il y a encore un gap à aller chercher. Je pense que ChatGPT a accéléré en fait la réflexion dans un certain nombre d'entreprises sur la partie intelligence artificielle, mais il y a encore vraiment un gap. D'autres sont effectivement plus matures, alors pour des raisons diverses et variées. Pour certaines, c'est plutôt dans l'objectif d'aller vers une diminution des équipes, puisqu'il y a des reports de charges qui leur sont octroyés, on va dire, gracieusement par... qui leur sont octroyés, et puis on leur dit vous devez réduire le budget. Donc pour eux, c'est une opportunité d'aller chercher de l'intelligence artificielle pour aller réduire les équipes. Voilà. Je ne m'inscris pas du tout dans cette logique, mais voilà, donc on est à côté. Puis d'autres, c'est vraiment pour aller aider dans la réflexion, d'aller aider en fait le collaborateur pour améliorer la qualité de service, améliorer les temps de traitement, avoir des réponses qui soient bien plus pertinentes. Closer un deal grâce à ça. Tout à fait. Voilà, on n'est plus dans un centre de coûts, mais un centre de profit. Donc on doit closer les affaires beaucoup plus rapidement. Ça doit rapporter à l'entreprise. Donc ces outils-là sont aussi faits pour mettre en place rapidement ce type de process. Et puis c'est gratifiant aussi pour le collaborateur lui-même. Voilà, en l'occurrence, entre autres intéressement de sa partie variable, mais c'est aussi gratifiant d'avoir vendu, puisque c'est son rôle dans ce cas-là. Patrice, est-ce que l'IA va vous proposer des façons d'améliorer vos produits et va elle-même, alors qu'elle est partie prenante dans votre réussite, vous proposer des améliorations spontanées?
Alors oui, AudioCode a choisi la stratégie dans ses produits de fournir des solutions avec des API complètement ouvertes. Oui. Donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, AudioCode se focalise uniquement sur la partie intégration voix. Oui. Par contre, en proposant des API ouvertes, on est très ouvert aussi à l'écoute du marché. On a énormément de startups qui travaillent sur de l'intelligence artificielle. On parlait d'identification de langue. Vous prenez des pays dont je viens, c'est ça le petit accent, la Belgique. Vous avez 3 langues différentes, donc il faut pouvoir peut-être identifier la langue du client. Il faut peut-être aussi, à un moment, pouvoir identifier le client sur base de sa voix et ne pas lui demander quel est le nom de son chien ou son film favori. Donc, en tant qu'AudioCode, on va rester très très ouvert au travers de nos API et toutes les semaines, on a des demandes puisqu'on a une plateforme self-service sur laquelle les gens peuvent se connecter, faire des tests, obtenir un numéro de téléphone d'AudioCode et appeler son bot en quelques minutes. Donc, c'est quand même très intéressant pour faire du développement ou même passer en production. Toutes les semaines, on a des fournisseurs de speech-to-text, text-to-speech, dans des pays comme les pays baltiques, comme en Turquie par exemple, où les grands players de SMOT ne sont pas nécessairement très performants, puisqu'on se focalise beaucoup en général sur l'anglais, le français, les langues internationales. Donc ces gens se connectent et toutes les semaines on a des sociétés qui viennent se connecter sur notre plateforme. Alors on est toujours à l'affût de la technologie, on implémente nous-mêmes les solutions de LLM comme ChatGPT pour faire effectivement des résumés de sessions, pour pouvoir faciliter la transcription, pour envoyer les données vers un système de recording sur lequel on va pouvoir extraire les données de façon optimisée. Donc une ouverture globale, donc on est surtout à l'écoute du marché et grâce à cette ouverture, on peut s'intégrer avec toute nouvelle technologie qui va sortir directement. Ok. Hervé, on passe sur le côté backstage que, en règle générale, le client consommateur voit beaucoup moins. C'est l'analyse, ce sont les KPI, c'est les stats, les rapports, voilà, et tout ce qu'on sort. Et c'est certainement aussi un des quotidiens de Nathalie, tout ce qu'on sort pour obtenir des chiffres et combler les tableaux de bord. Comment vous allez faire pour vous, éditeurs, contrôler, in fine, qu'une fois que l'information elle est dans vos bases, temps de communication, enfin, on les connaît tous les KPI, nombre de dossiers closés, durée d'un contact, combien de fois on a appelé, tous ces indicateurs-là. Comment vous allez vous assurer que le client utilisateur final qui va appuyer sur un bouton, appuie sur le bon bouton pour que l'IA finalement analyse ces données-là, mais surtout, puisque maintenant on fait de l'IA générative, propose les bonnes évolutions, propose et donne les bonnes conclusions. Voilà, comment on va contrôler ça? Si j'utilise votre IA pour aller jusqu'à la génération de la donnée et puis son stockage, mais que j'en utilise une autre ensuite pour les analyser, comment vous allez faire à partir de là? En fait, je vais repartir de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup évoqué jusqu'à maintenant le parcours client et donc les interactions entre le client et l'entreprise via le collaborateur. Donc effectivement, en complément de ces aspects-là, il y a tout ce que l'entreprise, à travers son CRM, va vouloir sortir comme KPI et comme information. Donc on y travaille beaucoup sur toute la vie du client, mais depuis la prospection. Donc effectivement, sur notre module force de vente, de se dire quels sont les KPI qu'on va pouvoir extraire. Alors après, c'est aussi métier par métier, et B2B ou B2C, et extraire pour le collaborateur pour suivre ses objectifs, et puis pour le manager, de se dire comment globalement j'arrive à gérer mon équipe, est-ce que je suis en phase avec mes objectifs, et comment, collaborateur par collaborateur, je peux initier des voies d'amélioration. Donc détecter des axes d'amélioration, détecter aussi dans ce qu'on fait spontanément en tant que manager commercial, de dire telle et telle bonne pratique d'un commercial, je voudrais le partager, le généraliser à toute l'équipe. L'IA peut nous aider, surtout si on a des grosses équipes commerciales. Donc sur la partie force de vente, sur la partie gestion commerciale, pareil, de dire j'ai un parc, comment je le gère au mieux, et puis sur ce parc, comment est-ce que je vais contrôler le churn, ou l'anti-churn plutôt. Voilà. Et entre autres, et c'est un sujet qu'on a évoqué jeudi dernier à la conférence CDRT à Nantes, c'est de dire que pour résoudre ce problème-là, il y avait Tipco qui faisait un témoignage intéressant et qui disait qu'ils ont pris un certain nombre de verbatim, d'enquêtes de satisfaction, ils les ont mis dans le chat GPT pour voir un peu l'analyse surtout des sentiments et des émotions. Parce qu'ils avaient beaucoup de verbatim,
avec des commerciaux qui disaient j'ai fait une réunion, j'ai un compte rendu qui est parfait, mon client est content. Et en fait, l'effet pastèque que connaissent les uns et les autres, finalement, 15 jours après, 3 semaines après, on reçoit une lettre de résiliation. Parce qu'il y a des signaux faibles qu'on n'a pas vus dans ces étapes-là. Alors, c'est beaucoup dans le B2B, mais nous, on a beaucoup de clients B2B, on n'a pas que des clients B2C. C'est aussi bien pour notre base installée, on a quand même 13 500 clients entreprises à travers l'Europe, mais pour l'utilisation que nos clients vont faire du CRM, de dire comment surveiller ce churn et comment surtout surveiller les signaux faibles et d'éviter de passer à côté des résiliations avant qu'elles arrivent et de pouvoir réagir dessus. Donc ce sont sur ces axes-là qu'on travaille. D'accord, ça c'est un gros challenge. Ok. Cyril, comment on fait pour que tout ça ne nous échappe pas? C'est une bonne question. Moi, je te la poserai, Patrice. Comment on fait? C'est dur comme question. On fait en sorte déjà que la donnée ne soit pas ailleurs qu'en Europe, de manière à avoir une donnée souveraine. C'est déjà le premier point. Donc la qualité de la donnée de base. Oui. Et puis la sécurité de son hébergement. Mais je pense que tout ce que je vais dire, ce sont plutôt des aspects de l'ordre technique, alors qu'en fait, je pense qu'il faut plutôt se retourner vers les entreprises qui vont mettre en place ces sociétés-là et qui doivent réfléchir à un code de bonne conduite de manière à ce que ça aide, mais que ça ne vienne pas en fait impacter les salariés ou les clients d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que ça doit passer par des réunions, des échanges pour pouvoir faire avancer les différents éléments et d'avoir des solutions qui puissent être mises en place avec un certain nombre de garde-fous pour éviter ce genre d'aspect. Donc on a tous des solutions ouvertes avec des API, etc. On peut tous s'interconnecter, tous ensemble, on peut tous s'interconnecter, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, c'est ce que l'on va en faire. Donc je pense que la ligne directrice doit être celle qui est fixée par l'entreprise, donc avec leurs différents indicateurs nécessaires. Et on retrouve malheureusement souvent le financier. Le chat, on en parlait il y a quelques années, si on écoutait tout le monde, on n'avait plus de conseillers parce que le chat allait tout remplacer. On s'aperçoit que 5 ans, 10 ans après, des conseillers, il y en a encore et fort heureusement. Donc ça ne va pas tout remplacer, ChatGPT ou l'IA ou ce que l'on veut, ne remplacera pas la qualité de la réponse humaine. Encore une fois, on parle bien de augmenter, donc on va aller accompagner les réponses et la qualité des réponses. Patrice, l'homme, il a toujours eu ce petit penchant de regarder ce qu'il crée sous l'angle de l'émotion, que ce soit une machine ou que ce soit un animal. Pour l'IA, ça va être pareil. Comment on va positionner des garde-fous pour se prémunir de cela? Alors, tout d'abord, je pense qu'on est très loin de l'émotion dans l'IA aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'IA, c'est une machine aujourd'hui. Il est clair que l'humain va pousser de plus en plus à essayer d'amener cette émotion, mais l'émotion, elle ne va pas être amenée dans le modèle IA pour moi, qui est le modèle de machine learning. Elle va être amenée dans la construction de la conversation. C'est comment la conversation va être construite par rapport au client. Et c'est ça qui va amener une réelle valeur ajoutée. Pour vous donner une idée, on a un gros client opérateur mondial qui s'appelle Vodafone. Donc on a déployé notre solution avec eux, avec les services Microsoft, peu importe toute la technologie derrière, différents centres de contact. Ils ont une équipe d'à peu près 120 conversational designers, donc c'est 120 personnes qui vont s'occuper pays par pays en fonction de la culture, en fonction de la manière de parler, d'arriver à créer un flux conversationnel qui se rapproche de plus en plus de l'humain. Mais bon, c'est un grand groupe avec énormément de moyens, alors je n'essaie pas de vous effrayer en disant qu'il va vous falloir 120 designers conversationnels, mais je pense que dans la création d'un modèle de relation client, du moins au niveau vocal, en texte aussi, mais au niveau vocal, il y a énormément de manières de dire la même chose, de détecter les choses. Je pense qu'il est important de travailler énormément sur la conversation, donc d'amener ça de manière plus en plus humaine. Et c'est là, je pense que l'émotion va être amenée au client. On a des exemples de de confirmation de rendez-vous dans le domaine médical, où dans la conversation, le partenaire qui crée la conversation va amener, j'espère que ça va,
ce genre de questions beaucoup plus empathiques, qui font qu'à la fin, même certains, je ne vais pas dire clients, mais patients dans le domaine hôpital, certains patients n'arrivent pas à faire la différence entre est-ce que j'ai parlé à un robot ou est-ce que j'ai parlé à un humain. Mais pour arriver à ça, ça demande encore énormément d'efforts. Et en fonction du type de business, que ce soit dans le domaine médical, l'empathie est très importante. Par rapport à une vérification de colis, l'empathie est peut-être un peu moins importante, mais ça demande des investissements et je pense que ça s'améliorera. Et je pense que cet aspect, c'est ce qui manque un peu dans la partie machine learning, conversation AI pour le moment, pour moi, c'est que cet aspect conversation de flux conversationnel n'est pas encore intégré dans cette partie-là. Et le jour où on amènera des solutions qui intègrent ce dessin conversationnel pour amener l'empathie dans l'IA, on aura vraiment une solution qui va aller vers l'émotion. Merci Patrice. Le temps est venu de conclure. Il y a quelque chose de flagrant qui apparaît, je trouve, entre la première table ronde et la nôtre. Lors de la première table ronde, les éditeurs-constructeurs qui étaient auprès de Paul, clairement, étaient dans l'IA depuis déjà un petit moment, ce n'était pas d'hier. C'était complètement déjà leur quotidien. Ils prévoyaient déjà les besoins de demain, ils se structuraient de cette façon-là, etc. Et quand on est entre nous en train de discuter finalement de la transformation que l'IA peut apporter au niveau de l'expérience client et de la relation client, là on s'aperçoit que c'est encore très discret, modeste. Nathalie nous a fait sourire tout à l'heure en nous disant que c'est franchement pas une préoccupation du conseiller qui est plutôt axé sur les ruches, le télétravail, l'aquapiscine et l'aquaponey le mercredi. Une petite conclusion là-dessus, sur ce thème, Hervé ? Quelques mots ? Alors, moi, j'ai une conclusion, et ça rejoint ce que Nathalie évoquait, mais je me souviens, il y a quelques années, La Poste qui avait fait une conférence sur la relation client et qui avait dit, en fait, on a tellement mis en place de solutions automatisées pour servir nos clients le plus rapidement possible, le mieux possible, et soulager nos téléconseillers, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce que veulent nos clients, et on a moins l'occasion de rebondir pour leur proposer de nouvelles choses. Et je me souviens, ça m'avait marqué parce que finalement, l'outil automatique était bien, mais il risquait, là, on se disait, on risque de casser cette relation entre le client et l'entreprise, donc la marque. Perdre notre âme un peu, perdre la relation humaine. Et je pense que ça m'a marqué, cette conférence, pour me dire, ben voilà, finalement, à la fois on a des clients ou les clients de nos clients, par exemple dans le secteur des mutuelles, assurances, c'est un tiers de notre marché en France, qui disent, ben, pour demander ma carte en début d'année, je n'ai pas besoin d'avoir un agent. Mais en revanche, soit cette occasion, la marque, l'entreprise veut proposer quand même aux clients d'avoir un contact pour mettre à jour ces données, pour aussi nourrir cette relation, voire pour rebondir en proposant des choses. Et pourquoi je cite cet exemple qui m'avait marqué, c'est parce que finalement, dans la relation client, c'est avant tout des humains qui répondent à des questions de d'autres humains, et c'est ça qui fait l'émotion. On a parlé beaucoup d'émotions dans le sens analyse de ce qui est évoqué pour en sortir les émotions, mais les vraies émotions qui sont vécues et qui font qu'on est attaché à une marque, c'est la relation humaine qu'on va avoir avec les gens qui portent cette marque. Ça peut être une clé. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie ? Non, je pense qu'il faut poser la question à vos clients de ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'un truc est à la mode. Effectivement, moi j'ai entendu, on allait remplacer les humains. Et pour moi, on n'est toujours pas arrivé encore à cette notion de NLP. Donc, on nous parle encore d'une nouvelle technologie. Donc, bref. Donc voilà, donc poser la question à vos clients ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, ce qui les irrite, pour effectivement enlever ça. Enfin, quand je dis vos clients, c'est surtout les miens, quoi. Et puis poser la question aussi à vos collaborateurs de ce dont ils ont besoin et de ce qui les irrite, et qu'une fois que voilà, on sera, comme dit Thierry Spencer, cette fameuse symétrie des attentions. Voilà, la technologie sera au bon endroit et au bon moment. Et puis il faut laisser toujours le choix. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que fait La Poste depuis, mais en tout cas nous, que ce soit sur tout le parcours digital, on dit tous ces parcours-là, à tous les moments du parcours digital, en cas d'insatisfaction, on propose un humain et au bout d'une insatisfaction. Voilà. Donc que ce soit sur les FAQ, que ce soit sur le chatbot. Donc, et encore une fois, on a un numéro de téléphone qui est
voilà, affichée partout. Donc, on ne coupe pas cette relation, il ne faut surtout pas la couper, d'autant qu'on s'adresse à des gens qui ont voilà, entre 18 et plus de 80 ans. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'eux, voilà, même si un robot leur fait comment ça va, vous allez bien, ils vont leur répondre et bon, ça va être encore pire. Ok. C'est la clé. Cyril? En un mot, l'humain. L'humain. Je crois que c'est la clé, ça fait 3 fois que je le dis. Et Patrice? Je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Effectivement, c'est toujours difficile quand on est le dernier de la file. Non, effectivement, comme tout développement de projet, ça ne sert à rien d'investir dans le développement d'un projet si on n'a pas compris le besoin. Je pense que c'est le plus important, donc comprendre le besoin des clients. Nathalie, comprendre le besoin employé. Effectivement, l'employé dans un centre de contact, c'est souvent vu comme un travail très ingrat, très difficile, très répétitif. Par contre, arriver à transformer cette expérience employée grâce à l'IA pour l'amener vers quelque chose de plus intéressant pour lui. Alors, il faut que la motivation suive, il faut qu'il y ait les ruches, etc. Mais l'amener vers vraiment un boulot beaucoup plus sophistiqué dans lequel l'employé va beaucoup s'amuser. Ça va permettre aussi de le garder plus longtemps, d'éviter de réduire, augmenter le turnover au niveau de l'agent dans le centre de contact. Et puis, je pense que Cyril en a abordé brièvement. Cette IA, pour moi, elle doit être intégrée pour augmenter la satisfaction client, pour augmenter la satisfaction employé, mais aussi pour transformer la notion de centre de contact, qui est un centre de coût, en tant que centre de revenus. Ce qui va permettre d'être beaucoup plus facile pour justifier des dépenses dans le domaine. Et je pense que c'est là que ça peut faire une différence. Merci Patrice. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est que, un peu comme toute nouvelle technologie, il y a toujours d'un côté les hyper positifs, les hyper spontanés qui veulent aller tout feu tout flamme dans le sens, finalement c'est le sens de l'évolution. Il y a bien évidemment mis en face tous les risques qui peuvent apparaître. Ça ne va pas être le premier thème finalement qui nous fait réagir comme ça. Puis au milieu il y a l'humain. C'est bien l'humain qui va gagner de toute manière de la même façon, puisqu'il adaptera, il apportera, ou il utilisera ou pas, en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, de ce qu'il a à vendre, ce genre de technologie. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci à vous.